L'effet domino. Comment est-ce qu'un seul coup de feu, un seul assassinat, a pu mettre le feu aux poudres et déclencher un conflit mondial? C'est une question absolument fascinante et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger au cœur des origines vraiment complexes de la Première Guerre mondiale. Voilà la question qui est au centre de tout. Elle a hanté les historiens, les politiques, pendant plus d'un siècle. Comment est-ce possible? Comment un seul événement, l'assassinat d'une seule personne, a-t-il pu avoir des conséquences aussi dévastatrices et entraîner tout un continent dans la guerre? Alors, pour comprendre, il faut remonter au tout début, à l'étincelle, parce que cette histoire, elle ne commence pas vraiment avec de grandes déclarations de guerre ou des mouvements de troupes. Non, tout part d'un seul événement, un événement fatal à Sarajevo. On est le 28 juin 1914, une date qui va rester gravée dans l'histoire. C'est ce jour-là qu'un assassinat politique va servir de détonateur. Il va allumer la mèche de ce qui était en fait une véritable poudrière à l'échelle de l'Europe. Et qui était la cible? L'archiduc François Ferdinand, rien de moins que l'héritier du trône de l'immense empire d'Autriche-Hongrie. Et son assassin, c'était un nationaliste serbe. Alors oui, cet acte, c'est l'étincelle, c'est le déclencheur immédiat. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Le combustible, lui, s'accumulait depuis des décennies. Justement, pour bien comprendre pourquoi tout s'est embrasé si vite, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. On va se pencher sur une très vieille rivalité, des tensions vraiment profondes entre deux géants européens de l'époque. Il faut savoir que bien d'avant 1914, l'ambiance entre la France et l'Allemagne était, disons, électrique, vraiment toxique. Et tout ça, ça vient d'où? Ça remonte à la guerre de 1870, un conflit où la France a subi une défaite cuisante et a perdu deux de ses territoires, l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et ça, c'est une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Alors, on se retrouve avec une situation explosive. D'un côté, on a la France qui ne rêve que d'une chose: prendre sa revanche et récupérer ses territoires. C'est une obsession nationale. Et de l'autre, on a l'Allemagne, un empire jeune, puissant, qui veut prouver sa force et qui, dans ses plans, envisage très sérieusement d'écraser la France une bonne fois pour toutes. On voit bien que ces deux ambitions sont totalement opposées, elles sont sur une trajectoire de collision. Et ce n'était pas juste des mots ou des rencarts, c'était très concret. Les deux pays se sont lancés dans une véritable course à l'armement. On construit des canons, des fusils, on agrandit les armées, on se prépare activement pour une guerre que tout le monde, ou presque, sentait venir. C'était devenu une évidence. Bon, cette rivalité entre la France et l'Allemagne, elle ne s'est pas jouée en vase clos, bien au contraire. Elle a eu un effet d'entraînement sur toute l'Europe. Les autres grandes puissances ont été, en quelque sorte, forcées de choisir leur camp. Et c'est comme ça qu'on a vu se tisser une toile d'alliance, une toile très complexe et, on va le voir, extrêmement dangereuse. L'Europe s'est donc retrouvée coupée en deux. C'était comme deux équipes qui se formaient. D'un côté, on avait la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et de l'autre, la triple alliance, qui regroupait l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Le décor était planté. Alors à la base, l'idée de ces alliances, c'était quoi? C'était assez simple. Des pactes de défense. En gros, si un pays du clan était attaqué, les autres s'engageaient à venir l'aider. Sur le papier, ça devait dissuader toute agression et donc maintenir la paix. Mais l'ironie, c'est que ce système a créé un engrenage infernal. Un mécanisme qui pouvait transformer la moindre petite crise locale en une guerre totale, une guerre européenne. Et c'est là qu'on revient à notre point de départ, l'été 1914. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment l'assassinat de Sarajevo a enclenché, pièce par pièce, ce terrible effet domino. Alors que se passe-t-il après l'assassinat? Eh bien, l'Autriche-Hongrie, furieuse, pose un ultimatum à la Serbie. La Serbie refuse certaines conditions et le 28 juillet, bim, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. Mais la Serbie a une grande alliée, la Russie. Et la Russie ne reste pas les bras croisés. Presque aussitôt, elle mobilise son armée pour défendre les Serbes. Ça y est, le premier domino vient de tomber. Et là, c'est la réaction en chaîne. Le piège des alliances se referme. L'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. Donc la Russie, alliée de la Serbie, intervient. Du coup, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, doit entrer en guerre pour la soutenir. Et en face, l'Allemagne, déclarant la guerre à la Russie, force la France, son allié, à mobiliser. Et le Royaume-Uni suit. En quelques jours à peine, ce qui n'était qu'un conflit local dans les Balkans s'est transformé en une guerre à l'échelle de l'Europe. C'est absolument vertigineux. En l'espace de quelques jours, les plus grandes puissances d'Europe se retrouvent en guerre les unes contre les autres. Le système qui avait été pensé pour empêcher la guerre venait de la rendre inévitable. Mais au-delà des déclarations des diplomates et des stratégies des généraux, cette immense réaction en chaîne est très vite devenue une réalité très humaine. Une réalité qui a bouleversé la vie de millions de gens ordinaires.
Le 2 août 1914, la nouvelle tombe. Elle est placardée sur les murs, annoncée dans les journaux. C'est la mobilisation générale en France. Ça veut dire que le pays est officiellement en guerre contre l'Allemagne. Et pour une partie de la population, c'est le moment qu'on attendait. L'heure de la revanche, avec un grand R. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas un appel aux volontaires, pas du tout. C'est un ordre. Tous les hommes valides de 21 à 51 ans sont obligés de tout quitter. Leur travail, leur ferme, leur famille, pour enfiler un uniforme et devenir soldats. Et il n'y avait pas le choix. Refuser était impensable. L'ambiance dans les gares à ce moment-là est très particulière. C'est un mélange d'émotions très fortes. Il y a ceux qui pleurent, évidemment, la tristesse de la séparation, mais il y a aussi, et c'est ce qui peut nous surprendre aujourd'hui, une forme de joie, d'excitation. L'idée de partir au combat, de venger enfin l'humiliation de 1870. Le chagrin personnel et la ferveur patriotique, les deux étaient complètement entremêlés. Alors, au fond, c'était quoi? Une guerre de revanche ou une guerre provoquée par le jeu froid des alliances? La vérité, c'est que c'était les deux en même temps. Et c'est peut-être ça la leçon la plus terrible de cette histoire. C'est le rappel brutal que des vieilles rancœurs, des émotions très humaines, combinées à des mécanismes politiques impersonnels et rigides, peuvent créer la plus grande des tragédies mondiales.